Le soleil brille et le village déborde de vie par cette belle journée. Tout le monde s'amuse, boit et rit sous les lanternes des rues. Mais dans l'ombre d'une ruelle sombre, un gamin ne participe pas à la fête. Le jeune mendiant fouille désespérément pour trouver les moindres restes par terre. Il se fiche de tout le reste, il veut juste se mettre un truc dans le ventre. Soudain, une pierre le frappe en pleine tête. Une bande de gosses du coin lui balance des cailloux, le traitant de chien parce qu'il mange par terre. Il ignore les insultes et s'enfuit en courant, protégeant son précieux butin. Il finit par atterrir devant un stand où de bonnes brioches toutes chaudes sont exposées. Il voit une ouverture et en pique une. Mais il n'est pas assez rapide, le vendeur le grille direct. Un gros coup de pied l'envoie valser sur les pavés. Depuis un balcon voisin, un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges perçants observe toute la scène. Le villageois ne s'arrête pas et fait pleuvoir les coups de pied sur le petit. Le truc de dingue, le gamin essaie toujours de bouffer sa brioche tout en encaissant les coups. L'ancien aux yeux rouges plisse les yeux, réalisant que les os du garçon auraient déjà dû se briser. Il interroge une femme du coin sur le gosse, mais elle le rembarre en disant que c'est juste un petit fouteur de merde. L'homme regarde un autre villageois écraser sa botte en plein sur le dos du gamin. Il se demande si ce morveux a reçu un quelconque entraînement en arts martiaux. Les villageois finissent par se lasser de le tabasser et lui disent de dégager. Ils le jettent hors des portes comme une vulgaire poubelle. Le garçon heurte violemment la poussière, mais il bouge déjà. Il sort une brioche écrasée de sa tunique. Au moins, il ne l'a pas perdue. Il se recroqueville dans les bois pour manger, les traitant d'abrutis pour avoir cru gagner. Un frisson glace e lui parcourt soudain la colonne vertébrale. Il sent un truc louche. Il s'est retourné et a vu une brioche posée par terre. Il a regardé à gauche et à droite, essayant de capter d'où cette brioche sortait. Une main s'avance, droit vers sa bouffe. Puis, une botte s'abat et écrase sa brioche dans la saleté. Il est resté bouche bée en tombant dans le panneau. C'est l'ancien aux yeux rouges. Il veut savoir pourquoi ce gosse est si obsédé par la bouffe. Le visage du garçon se tord de rage pure et il fusille l'homme du regard. Il ne cherche même pas à s'embrouiller. Il se met juste à manger les restes écrasés par terre. L'ancien baisse les yeux sur lui, le comparant à un animal mort de faim. Le gamin s'en fout royalement de ce qu'il pense, du moment qu'il avale quelque chose. Les yeux du garçon se fixent sur l'épée ornée à la hanche de l'homme. Il capte qu'il a affaire à un guerrier du Murim. L'homme lui redemande. Pourquoi est-il resté planté là à encaisser sans broncher? Le gosse fait une pause, ayant l'air sincèrement confus par la question. L'ancien lui fait remarquer que quelqu'un avec sa résistance aurait facilement pu se défendre. Le gamin n'a même pas pris la peine de répondre. Il a juste fourré le dernier morceau de brioche sale dans sa bouche. Il regarde l'homme dans les yeux et lui sort. S'il s'était défendu, il lui aurait juste piqué la bouffe. L'homme note la tolérance étrangement haute du gamin à la douleur, bien que sa fin soit une autre histoire. Il perçoit une étincelle rebelle et têtue dans ses yeux. Le garçon n'a aucune idée de quoi il parle, il ne sait même pas ce que sont les arts martiaux. L'ancien se penche, exigeant de savoir qui l'a entraîné. Le gamin le fixe, complètement largué. Sans ajouter un mot, l'homme attrape le poignet du garçon pour prendre son pouls. Instantanément, une énergie étrange commence à tourbillonner autour de sa main. L'ancien réalise que le garçon n'essaie même pas de faire circuler une quelconque énergie interne. Ce n'est ni un entraînement ni un élixir légendaire qui a fait ça à son corps. À l'intérieur du garçon, il y a un vaste océan de puissance inexploitée qui n'attend qu'à être libéré. La propre énergie de l'ancien est aspirée par le garçon comme par un aspirateur. Le gosse a un dentian grand ouvert, une condition rare et incroyablement dangereuse. L'homme recule, scotché par ce qu'il vient de découvrir chez ce mendiant. De toute sa vie, il n'a jamais vu une constitution aussi bizarre. Il lui explique que même si ses méridiens sont ouverts, c'est une arme à double tranchant. Tôt ou tard, cette énergie interne va s'accumuler jusqu'à ce que son corps ne puisse tout simplement plus la supporter. Il lui donne un ultimatum macabre, 5 ans. S'il n'apprend pas à la contrôler, il sera mort d'ici là. Le garçon reste planté là, réalisant qu'il est en gros une bombe à retardement. Le silence s'installe tandis que le poids de ses mots fait son effet. Sa première question, est-ce qu'être mort signifie qu'il ne pourra plus manger? L'ancien le fixe, se demandant si ce gosse est vraiment sérieux. Le garçon baisse la tête, avouant qu'il n'a jamais fait un vrai repas de toute sa vie. Il serre le poing, il refuse de crever sans avoir eu le ventre plein au moins une fois. Il hurle à plein poumon, déclarant qu'il veut bouffer jusqu'à littéralement exploser. L'homme se met à rire, réalisant que le gamin a bien plus peur de la faim que de la mort. Il dit à Guillaume de le suivre s'il veut vraiment avoir une chance de vivre. Le gosse ne pense qu'à la bouffe,
et l'homme lui dit qu'il l'aura, s'il survit. Le ton de l'ancien change, devenant froid et sérieux alors qu'il s'enfonce dans la forêt. Il le prévient que la douleur qu'il a ressentie jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qui l'attend. Le garçon ne bronche pas, prêt à faire tout ce qu'il faudra. Ils arrivent au sommet d'une falaise massive, et l'homme lui dit simplement de sauter. Le garçon regarde le vide vertigineux, la mâchoire décrochée par le choc. Il proteste qu'il va mourir, mais l'ancien lui fait remarquer qu'il est mort de toute façon. Le gamin le traite de menteur, se demandant pourquoi il l'a amené ici si c'est pour le sauver. L'homme dit qu'il tiendra parole, mais qu'il n'a jamais dit que ce serait facile. Avant que le garçon ne puisse réagir, l'ancien lui file un coup de pied et le jette dans le vide. Il s'écrase vers le sol, hurlant de pure terreur pendant sa chute. C'est une descente longue et abrupte avec rien d'autre que des rochers tranchants en bas. Dans une panique désespérée, sa main claque contre la paroi de la falaise, griffant pour s'accrocher. Il glisse le long de la roche, laissant une traînée de sang alors qu'il lutte pour ralentir. Il réussit tout juste à s'accrocher à une petite corniche, haletant pour reprendre son souffle. L'ancien aux yeux rouges le regarde depuis le bord, pas impressionné par les efforts du garçon. Guillaume hurle de rage, les doigts en sang à force d'avoir griffé la roche impitoyable. L'ancien lui crie que si la mort était son destin, il serait déjà au fond du ravin. Il lui lance un défi simple. S'il veut continuer à vivre, il doit trouver la force de grimper. Guillaume serre les dents, luttant contre la douleur atroce de ses mains déchiquetées. Dans un rugissement guttural, il se hisse vers le haut, centimètre par centimètre, dans une agonie totale. Ses cris résonnent contre les parois de pierre. Il refuse de lâcher sa mince chance de survie. Quelque temps plus tard, il trouve refuge dans une grotte calme, loin du village. Guillaume est assis, épuisé, pendant que l'ancien lui donne un nouveau nom taoïste signifiant « corriger les défauts ». L'homme lui explique le danger de sa condition. Son dentian ouvert est un récipient qui ne s'arrête jamais de se remplir. Sans contrôle, la pression finira par déchirer son corps de l'intérieur. Pour rester en vie, il doit apprendre à purger constamment l'excès de QI de son dentian. Le garçon lève les yeux, en sueur et paumé, se demandant comment il est censé faire ça. L'ancien affiche un petit sourire dangereux, lui disant que la méthode est toute simple. Soudain, un lourd poing s'écrase sur le visage du garçon, l'ancien lui expliquant qu'il doit bouger et encaisser des coups. La force de l'impact envoie le jeune mendiant valser en arrière sur le sol dur de la grotte. Se tenant le crâne qui palpite, le gamin maudit la folie du vieux et la douleur cuisante de la frappe. L'ancien se dresse au-dessus de lui disant d'arrêter de réfléchir et de juste réagir à ce qui l'entoure. Une autre frappe brutale le cueille avant même qu'il ne puisse se lever pour se défendre. Les yeux de Guillaume se fixent sur un bout de viande séchée posé sur une pierre à côté. Poussé par la faim pure, il se jette vers la bouffe avec tout ce qui lui reste d'énergie. Mais avant qu'il ne puisse y toucher, le pied de l'ancien s'abat avec une force explosive. Le vieux le repousse d'un coup de pied, traitant le garçon comme un clébard errant mendiant des restes. Guillaume est balancé dans toute la grotte comme une poupée de chiffon, incapable de placer un seul coup sur son mentor. Tenant la viande séchée juste hors de portée, l'ancien demande s'il a vraiment assez faim pour mériter ça. Le garçon le fusille du regard, son esprit refusant de flancher malgré les dégâts sur son corps. L'ancien jette la bouffe sur le côté, forçant le garçon à choisir entre sa fierté et sa survie. Il lui dit que s'il veut manger, il doit d'abord survivre à l'entraînement. Une onde de choc massive traverse la grotte alors que l'ancien libère une fraction de sa puissance. Ses yeux pourpres brillent d'une lumière intense et terrifiante qui pétrifie le gosse sur place. Poussé à bout, Guillaume bondit en avant et plante ses dents dans le bras de l'homme. Il grogne comme une bête sauvage, refusant de lâcher prise même avec son propre sang étalé sur le visage. Pris au dépourvu par la férocité du gamin, l'ancien lâche un cri de pure surprise. D'un mouvement sec, il balance le garçon contre le mur rugueux de la grotte. Des gouttes de sang éclaboussent le sol de pierre froide dans le silence qui suit. Guillaume se redresse, recrachant une gorgée de sang avec un regard de défi. L'ancien regarde son bras blessé et sourit. Il a enfin trouvé l'étincelle qu'il cherchait. Dans les yeux du garçon, il ne reste plus qu'un désir brûlant et unique, vivre. L'expression de l'ancien devient mortellement sérieuse alors qu'il prépare la phase suivante de l'entraînement. Il dit au garçon qu'à partir de maintenant, sa vie de misérable mendiant est terminée. Il fait le serment de lui apprendre la vraie signification de la survie à travers la douleur et la persévérance. L'entraînement devient un tourbillon de violence alors que l'ancien frappe encore et encore sans aucune pitié. Les coups de l'ancien sont comme le tonnerre, projetant Guillaume à travers la terre et la roche avec une force impitoyable. Le jeune homme gît, brisé, dans un petit cratère, son corps couvert de bleu sombre et d'entailles fraîches en sang. Sans une once de pitié dans la voix,
l'ancien aux yeux rouges ordonne à son élève de se remettre debout. Gyo se relève, les yeux fous, mêlant agonie physique et pure intention meurtrière. Il fonce à nouveau, son hurlement de rage se heurtant à la froide leçon de l'ancien. S'il respire encore, il peut encore apprendre. Le temps passe tandis que l'entraînement s'enfonce plus profondément dans la nature sauvage et impitoyable des montagnes. Un gigantesque ours des montagnes rugit, sa silhouette imposante projetant une ombre noire sur le jeune guerrier face à lui. Gyo ne flanche pas, affrontant la charge de la bête avec une frappe de précision visant directement son puissant museau. Il a bondi en avant, fracassant son crâne contre le prédateur avec une force monumentale, l'envoyant s'écraser contre la paroi. Le grand ours s'effondre, vaincu et sonné par la puissance brute de l'attaque surprise du jeune homme. Debout au-dessus de sa proie, un Gyo à torse nu et couvert de cicatrices écoute l'ancien admettre qu'il devient enfin utile. Le vieil homme croise les bras, ses yeux pourpres reflétant une once de fierté cachée derrière son avertissement sévère. Du sang frais coule des profondes entailles sur le dos de Gyo, témoignage de la voie brutale qu'il a choisi de suivre. Avec un regard vif et provocateur, Gyo a dit au vieux de continuer les leçons, peu importe à quel point ça fait mal. L'ancien lui explique que le champ d'élixir ouvert de Gyo signifie que son corps absorbe constamment de l'énergie à chaque respiration. Ce débordement interne élargit ses méridiens, faisant de lui le réceptacle parfait pour les arts martiaux les plus puissants du monde. Il note que des groupes prestigieux comme la secte Shaolin seraient désespérés de recruter quelqu'un avec une constitution aussi rare. Mais son regard se tourne vers l'horizon ensoleillé alors qu'il mentionne une autre voie légendaire que le garçon pourrait emprunter. Il parle de Wudang, un endroit où la maîtrise interne et le flux de la nature sont tenus en très haute estime. Ouvrir le champ d'élixir supérieur, le cœur des enseignements de Wudang, permettrait à Gyo de maîtriser réellement l'énergie en lui. Gyo répète ces noms légendaires, le poids de leur réputation lui semblant lourd et distant dans son esprit. Il regarde ses mains pleines de cicatrices, se demandant si de telles sectes nobles accepteraient un jour un simple mendiant comme lui. Le vent se lève lorsque l'ancien révèle qu'il lui reste une dernière destination légendaire à considérer. Sa voix porte un poids étrange lorsqu'il nomme l'endroit où l'on dit que résident les vrais dragons, Kunlun. L'ancien aux yeux rouges explique au gamin que quand il s'agit de gérer un « monstre de la nature », comme lui, même les célèbres sectes Shaolin et Wudang ne font pas le poids face à Kunlun. Il affirme qu'ils sont les seuls au monde à pouvoir réellement le maintenir en vie. Gyo eleva les yeus, confus. Il avait entendu dire que la secte Kunlun était en ruine depuis longtemps. Le gamin écarquille les yeux, totalement choqué par la déclaration de l'ancien. L'ancien se tient droit, une immense aura rouge tourbillonnant autour de lui. Il dit que Kunlun ne tombera pas tant qu'il tiendra debout. Il sourit avec une confiance absolue, déclarant qu'il est Kunlun, et que Kunlun est lui. Changement de plan, une nuit calme dans leur planque au fond d'une grotte dans les montagnes. Une marmite de bouffe-boue sur un feu régulier. Avance rapide de quelques années. Gyo est maintenant un jeune homme baraqué, dévorant un repas sous les yeux de son maître. L'ancien sirote son thé et lui demande comment il gère l'entraînement du maillet de fer. Gyo marmuna caçava, les joues borrees de nourritura. L'ancien est sincèrement surpris. Il n'arrive pas à croire que les blessures du gamin aient déjà guéri depuis leur dernière session. Il réfléchit au fait que le flux constant de QI a rendu le corps et les méridiens de Gyo incroyablement résistants. En termes de pur potentiel, le gosse a déjà surpassé ce dont les maîtres de haut niveau ne peuvent que rêver. Gyo a 100 quarts du potentiel, il est juste concentré sur le nettoyage de son assiette. L'ancien soupire, réalisant que tout cet entraînement de malade a transformé le gamin en un vrai cinglé. Soudain, il lâche une bombe, il va s'absenter pendant un certain temps. Gyo arrête de manger, confus. L'ancien lui explique qu'il a des affaires à régler et qu'il quitte la montagne pour un moment. Gyo demande s'il vient aussi, mais l'ancien répond que ce n'est pas un endroit pour lui. Il sera de retour d'ici 2 mois. Il dit au gamin qu'il n'est plus un enfant et qu'il doit commencer à se débrouiller tout seul. Gyo balaie ça d'un geste de la main, disant au vieux de ne pas s'inquiéter et qu'il s'en sortira très bien. Le visage de l'ancien se crispe d'irritation face à l'attitude désinvolte du garçon. Pensant qu'il allait encore se prendre une raclée, le garçon a rapidement bondi loin de là où son maître était assis. L'ancien se fait un face-palme, se demandant s'il a trop frappé le gosse au point de lui faire oublier ses bonnes manières. Il dit à Gyo qu'il pourra gérer son énergie interne grâce à un entraînement en solo à partir de maintenant. Gyo a l'air un peu hésitant alors que le poids de rester seul commence à se faire sentir. L'ancien lui donne un dernier conseil. Si l'entraînement devient trop dur, roule-toi en bas de la falaise quelquefois. Gyo a fait remarquer que dévaler une falaise, c'est en gros faire une chute mortelle. Le soleil se lève sur les sommets le lendemain matin, mais Gyo se contente de râler contre le vieux grincheux.
Il regarde le lit vide. Le maître n'a même pas pris la peine de lui dire au revoir correctement. Il sort prendre l'air de la montagne et s'étire de toutes ses forces, les os qui craquent. Il expire, et une boule lumineuse d'énergie interne commence à briller dans son ventre. Il sent déjà la puissance monter. Il sait que c'est dangereux s'il loupe ne serait-ce qu'un seul jour d'entraînement. Sans réfléchir une seconde de plus, il bondit de l'entrée de la grotte et plonge dans la vallée. Il touche le sol et tape un sprint, ses mouvements devenant flous tellement il va vite. Il commence à balancer des coups de poing avec une force de malade, l'air mortellement sérieux. Il lâche un rugissement, balançant un coup de poing colossal qui donne l'impression de fracasser l'air lui-même. L'impact envoie des ondes de choc à travers la forêt au loin. Il s'accroche à la roche déchiquetée avec une main aussi dure que le fer. Il commence à escalader la falaise verticale à main nue. Il baisse les yeux une fraction de seconde, la sueur coulant de son visage alors qu'il lutte pour chaque centimètre. Il se suspend sur le côté du pic, fixant l'immense chaîne de montagnes devant lui. Grimper les mêmes vieilles falaises tous les jours commence à le saouler, et Gyo s'ennuie officiellement à mourir. Il se demande à quoi ça sert de s'infliger cet entraînement de tortionnaire tout seul, jour après jour. Il a laissé son corps chuter librement de la falaise, créant une explosion massive de poussière et de débris à l'impact. Il s'est allongé au milieu du cratère qu'il venait de creuser, pas impressionné pour un sou par sa propre force. Il s'assied et commence à se demander si le « vieux croulant » n'est pas carrément parti lui chercher un disciple junior. Une idée lui traverse soudain l'esprit, et ses yeux s'écarquillent pendant que son cerveau cogite. Il réalise qu'il n'est pas obligé de rester là à attendre. S'il veut rebâtir la secte Quinlin, il peut très bien aller chercher ses propres disciples. Il se dit que l'ancien aux yeux rouges serait de toute façon ravi de rentrer et de trouver une secte bien remplie. Il retourne dans la grotte et regarde la planque de manuels d'arts martiaux laissée derrière. Il fixe la pile de bouquins, pesant le pour et le contre. Il décide que c'est probablement plus sûr de prendre les secrets de la secte avec lui et commence à les remballer. Il ficelle bien le paquet, satisfait de se dire qu'il est enfin prêt à bouger. Il jette son sac sur l'épaule et se prépare à quitter sa maison dans la montagne. Il commence à faire une checklist mentale pour sa nouvelle équipe. Premier sur la liste, quelqu'un qui sait vraiment se battre. Puis, il se souvient du cauchemar absolu qu'était la bouffe de son maître. Flashback à l'époque où il était gamin. Les spécialités du vieux étaient tellement dégueulasses que c'était limite une condamnation à mort. Le vieux trouvait qu'elle tuait, et il n'avait pas tort. Gyo sait que le vieux n'avait aucune papille gustative. Un junior qui sait s'entraîner et faire la cuisine serait la recrue idéale. Il serre la main, se demandant si trouver un junior multitalent comme ça sera aussi difficile que ça en a l'air. Il commence à les compter sur ses doigts. Disciple numéro 1, un partenaire d'entraînement dévoué. Disciple numéro 2, un junior capable de gérer la cuisine sans tout cramer. Comme ils sont techniquement une secte taoïste, il se dit qu'il devrait trouver quelqu'un pour s'occuper des trucs chiants, genre réciter les écritures. Ça fait un bon trio de disciples au total. Il s'imagine un junior en train de lui servir un plat délicieux, offrant enfin à son estomac le répit qu'il mérite. Ensuite, il en imagine un autre s'occupant studieusement de toutes les corvées religieuses pendant que lui se la coule douce. Et bien sûr, un disciple pour garder ses compétences aiguisées en se donnant à fond dans un combat tous les jours. La simple idée d'avoir une bande de juniors l'appelant « senior » lui donne un sourire de débile. Il ricane dans son coin, levant 3 doigts. Le plan est officiellement lancé. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre s'il veut dénicher le trio parfait. Il s'élance depuis l'entrée de la grotte, sa vitesse ne laissant qu'un nuage de poussière dans son sillage. Il saute de l'immense pic de Quinlin, planant dans les airs avec un éclat de rire. Avec un regard de pure excitation, il décide qu'il est grand temps de voir ce que le reste du monde a à offrir. Gyo surplombe un village animé, niché au creux des montagnes. Il se balade dans les rues bondées, halluciné par le nombre de gens qui traînent dehors. Une odeur soudaine le stoppe net. Il prend une longue et profonde inspiration, essayant de localiser la source. Ses yeux s'agrandissent quand l'odeur le frappe de plein fouet. C'est l'arôme sucré des brochettes de fruits confites toutes fraîches. Gyo reste pétrifié devant le stand, bavant tellement qu'il commence à effrayer les gosses du coin. Il est complètement hypnotisé par les snacks. La vendeuse lui dit d'arrêter de fixer et de juste prendre un échantillon. Il croque des dents silico. Il reste parfaitement immobile, laissant la saveur exploser en bouche. Puis il se met à baver encore plus, mettant la vendeuse super mal à l'aise. Elle lui file la brochette entière, lui disant de la prendre et d'arrêter de bloquer ses clients. Gyo est sincèrement surpris par sa générosité. La mamie minimise le truc, disant qu'elle allait les jeter de toute façon parce qu'il n'était plus tout jeune. Il s'incline et la remercie, se sentant trop chanceux.
Il est excité comme une puce en commençant à manger. Il prend une autre bouchée énorme de fraises confites. Le sucre est une explosion littérale dans sa bouche. C'est le truc le plus délicieux qu'il ait jamais goûté. Il rit, la bouche pleine de fruits, couvert de sirop. Les enfants regardent sa vitesse d'engloutissement avec une crainte totale. Ils commencent même à lui offrir leur propre snack, se demandant s'il est une sorte de mendiant mort de faim. Très vite, un petit attroupement se forme juste pour voir ce mec bouffer. Il passe aux brioches à la vapeur, se les enfournant dans la gueule. Les villageois se marrent, disant que juste le regarder manger les rassasie. Guillaume commence à se sentir un peu mal de prendre autant de nourriture gratuite. Mais il finit quand même chaque foutue miette. La mamie revient et lui tend un ensemble de vêtements propres. Elle lui dit qu'il ressemble à un clochard et qu'il devrait au moins s'habiller convenablement. Guillaume la regarde s'éloigner, réalisant à quel point tout le monde ici a été gentil. À côté, quelques hommes soupirent, disant qu'ils se sentent vraiment désolés pour elle. Il leur demande s'il lui est arrivé quelque chose récemment. L'ambiance devient lourde alors qu'il commence à lui raconter son histoire. Il mentionne que l'un de ses enfants est mort dans un accident il n'y a pas si longtemps. L'enfant avait économisé pas mal d'argent, mais maintenant la vieille femme se retrouve toute seule. Pire encore, des bandits des montagnes ont entendu des rumeurs sur cet héritage. Ils ont tendu une embuscade au transport et ont volé tout ce qui devait lui revenir. L'expression joyeuse de Guillaume disparaît totalement pendant qu'il écoute. Il demande si c'était la fin de ses malheurs. Ils expliquent que son autre enfant a juré qu'il récupérerait l'argent des bandits. Mais il est parti la tête la première vers leur repère, et personne ne comprend pourquoi il ferait un truc aussi débile. Guillaume demande quand l'enfant de la mamie est parti, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça fait déjà 10 jours. Il demande ensuite si le repère des bandits est proche, mais le villageois l'avertit de rester loin de là. Ils lui disent qu'y aller est tout bonnement une mission suicide. Les villageois n'arrivent pas à croire à sa curiosité suicidaire. Soudain, la prestance de Guillaume change, son corps irradiant d'une puissante aura bleue. Avec une expression d'un calme glacial, il redemande où se trouvent les bandits. Son esprit retourne à la grotte de la montagne, quand l'ancien aux yeux rouges lui enseignait comment marche le monde. Le jeune Guillaume la bouche pleine, n'avait aucune idée de ce que son maître essayait de lui dire. L'ancien lui expliquait que si les bandits ne sont pas vraiment des bons, ils servent à quelque chose dans les zones sauvages. Il lui faisait remarquer que les montagnes et les mers sont dangereuses pour plein de raisons, pas seulement à cause des hors-la-loi. Guillaume écoutait, surtout concentré sur son repas. L'ancien expliquait que les bandits agissent souvent comme une barrière contre les bêtes sauvages, récoltant des péages sous couvert de protection. C'est un boulot que le gouvernement devrait faire, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, les autorités ferment souvent les yeux quand ces groupes s'installent. Certains endroits passent même des accords avec eux, n'intervenant que si les bandits franchissent vraiment la ligne. Guillaume a demandé si ça voulait dire qu'il devait se laisser voler sans se battre. L'ancien a soupiré, précisant que « nécessaire » ne veut pas dire que ce sont des gens bien. Le jeune garçon avait l'air toujours aussi paumé. L'ancien lui a conseillé de réfléchir à 2 fois avant de prendre une vie, un vol à la tire ne méritant pas forcément la peine de mort. Il a suggéré que casser quelques os suffit généralement à les faire reculer. Mais Guillaume avait une dernière question. Et s'ils essaient vraiment de le tuer? Le regard de l'ancien s'est aiguisé, ses yeux brillant d'une lumière terrifiante. Il a dit à Guillaume que dans ce cas, la pitié n'a plus sa place. Tu les tues, point barre. Si quelqu'un s'en prend à toi avec l'intention de te tuer, il a déjà accepté sa propre mort. De retour au présent, Guillaume arrive enfin aux portes du repère des bandits. Il ne s'embête pas avec un plan, il s'avance direct, les cheveux au vent. Les gardes sont choqués par son culot monstre. Il demande l'air de rien s'il est au bon endroit. Il se dit que si c'est le mauvais camp, il aura juste à aller chercher le suivant. Un bandit ricane et attrape le col de Guillaume, le traitant de morveux. Le voyou essaie de le bousculer, mais Guillaume reste planté là comme une montagne. Le bandit force de toutes ses forces, mais il n'arrive pas à faire bouger le jeune homme d'un centimètre. Guillaume reste parfaitement immobile. Un autre bandit s'approche, se marrant de voir son pote galérer contre un gamin. Il dit à Guillaume de se mettre à poil et de rentrer chez lui en courant avant qu'il ne perde patience. Guillaume bouge enfin, sa main s'abattant sur le poignet du bandit. Le visage du voyou devient pâle quand il réalise qu'il est dans une merde noire. Un craquement écœurant résonne dans l'air alors que Guillaume applique juste un peu de pression. Le bandit hurle de douleur tandis que son pote dégaine une lame, paniqué. Il balance un énorme coup d'épée, espérant finir le combat rapidement. Guillaume ne regarde même pas en bloquant la lame avec 2 doigts. Les bandits sont paralysés de terreur, réalisant qu'ils ont cherché la merde à un monstre. Guillaume brise la lame entre ses doigts,
le métal éclatant dans un claquement sec. Il affiche un sourire arrogant, leur demandant s'ils sont ceux qui font souffrir les villageois. La force de sa frappe envoie une onde de choc à travers le camp, les hurlements des bandits résonnant contre les montagnes. Des hors-la-loi volent dans toutes les directions, complètement balayés par sa puissance pure. Gyo a dit aux survivants tremblants de ne pas s'inquiéter, car il n'a pas l'intention de les tuer. Il se présente comme un disciple taoïste et demande où se cache leur chef. Les bandits ne peuvent que fixer avec une terreur muette Gyo à avancer en plein milieu de leur rang. L'un d'eux est incrusté dans un mur en bois, victime d'un précédent coup balancé avec désinvolture. Gyo s'arrête, ayant l'air légèrement confus par sa propre force. Il décide qu'il doit finir ce qu'il a commencé et dit aux bandits de se préparer à leur punition. D'un seul mouvement rapide, il se propulse en avant. Il bouge comme une ombre, frappant plusieurs bandits avant même qu'ils ne puissent cligner des yeux. Un bandit lui crie d'attendre, visiblement terrorisé. Gyo s'arrête net, realitzant un truc important. Il regarde les mecs qui gémissent par terre, se demandant à qui il devrait poser la question ensuite. Des sanglots étouffés parviennent à ses oreilles. Gyo suit le bruit des pleurs. Il arrive devant de lourdes portes en bois et se demande si c'est là que les prisonnières sont gardées. Il pose sa main sur la porte, et avec une légère poussée, elle commence à céder. La porte vole en éclats sous sa force décontractée. Gyo jette un œil dans la pièce, repérant un truc inattendu. Derrière des barreaux, plusieurs personnes sont blotties les unes contre les autres, le visage tordu par la peur. Les femmes à l'intérieur tremblent en levant les yeux vers leur mystérieux sauveur. L'expression de Gyo s'assombrit en voyant ses captives sans défense. Les femmes ont l'air d'avoir vécu un vrai cauchemar. Gyo leur dit qu'elles sont en sécurité maintenant. Il attrape les barreaux en bois de la cellule à main nue. Avec une traction puissante, il arrache les barreaux carrément hors du mur. Il leur fait un sourire doux et leur dit qu'elles sont libres de partir. L'une des captives mentionne un nom, No-Sam. Gyo demande si l'une d'elles connaît un mec nommé Jang No-Sam. Les femmes échangent des regards confus, ne sachant pas quoi répondre. Gyo a l'air surpris lorsqu'une voix s'élève derrière lui. Un mec avec un bandeau blanc, assis parmi les bandits, admet d'un air penaud qu'il est No-Sam. Gyo est complètement pris de court par cette révélation. No-Sam se lève, ayant l'air un peu amoché, mais clairement pas d'un prisonnier. Le cerveau de Gyo tourne à plein régime pour essayer de comprendre la situation. Il explique qu'il cherche le plus jeune fils de la mamie qui vend des bonbons. Gyo a l'air stupéfait, n'arrivant pas à croire que le bandit devant lui est la personne qu'il cherchait. Gyo lâche un cri de frustration alors que la vérité commence à lui sauter aux yeux. Il regarde le bandit face à lui, incapable d'accepter que ce soit la personne qu'il est venu sauver. Le poing de Gyo tremble quand il réalise que le type qu'il cherchait vivait parmi les hors-la-loi. Gyo grince des dents, le visage rouge de colère en pensant à quel point No-Sam ignore la douleur qu'il a causée à sa mère. L'une des femmes secourues prend la parole, expliquant que No-Sam s'est en fait occupé d'elle pendant leur captivité. Les yeux de Gyo s'écarquillent de pure incompréhension, son attitude agressive vacillant. No-Sam explique qu'il était seulement venu chercher son héritage, pour au final faillir y laisser la peau. Gyo se tient droit, regardant le jeune homme de haut en lui demandant si le chef des bandits l'a vraiment forcé avec des menaces. Les femmes regardent la scène avec un mélange de gratitude et d'inquiétude pendant que No-Sam raconte son calvaire. No-Sam baisse les yeux, l'air honteux, en admettant la vérité sur sa situation. Gyo pointe un doigt accusateur, cherchant la confirmation absolue que No-Sam n'a participé à aucun acte criminel. Le jeune homme hoche solennellement la tête, son bandeau blanc contrastant avec ses cheveux noirs. Gyo ferme les yeux, essayant d'assimiler l'absurdité d'un bandit qui ne fait pas de banditisme. Il regarde No-Sam dans les yeux, curieux de savoir en quoi consistent exactement ses talents exceptionnels. No-Sam se gratte l'arrière de la tête avec un rire nerveux, prétendant qu'il est juste doué avec les chiffres. Gyo a la mâchoire qui se décroche d'incrédulité quand les femmes ajoutent qu'il est aussi un cuisinier fantastique. No-Sam lâche un petit rire modeste, visiblement gêné par ces soudains éloges. L'absurdité atteint son paroxysme quand elle mentionne sa voix de chanteur, laissant Gyo totalement sans voix. Submergé par l'absurdité totale de la conversation, un bandit s'est couvert la bouche pour s'empêcher d'exploser de rire. Puis, les bandits restants se blottissent les uns contre les autres, pleurant et tremblant suite à la raclée qu'ils se sont prise. Gyo jette un œil à ce groupe pathétique, plaisantant à moitié sur le fait de leur donner une deuxième tournée de discipline. Les femmes s'interposent rapidement, baissant la tête et lui disant qu'il en a déjà fait bien assez. No-Sam s'incline profondément, le visage plein d'une gratitude sincère, et suggère qu'il rentre enfin au village.
Une pleine lune brillante surplombe les pics silencieux des montagnes, marquant la fin de cette longue nuit. De retour au village, la mamie aux bonbons est assise seule sur un gros rocher, le visage marqué par une tristesse profonde et silencieuse. Un villageois inquiet s'approche d'elle, lui proposant de prendre la garde pour qu'elle puisse enfin se reposer. Soudain, un cri retentit lorsqu'un groupe de silhouettes est repéré marchant sur le chemin forestier en direction du village. Guillaume ouvre la marche pour le retour au village. Derrière lui, le fils de la villageoise galère avec une caisse pendant qu'un groupe de femmes suit. La vieille femme les a aperçus et ils ont foncé droit vers le village, laissant les villageois paniqués crier derrière eux. Tout le groupe émerge enfin des bois sombres. Le mec avec le bandeau est juste heureux d'être à la maison. Il appelle sa mère, mais elle a l'air plus furax que soulagée. Elle commence à l'engueuler direct pour avoir filé en douce. Elle hurle qu'aucune somme d'argent ne vaut sa vie. Il rit juste pour détendre l'atmosphère, lui montrant qu'il a bel et bien récupéré l'héritage de son frère. Elle n'est pas impressionnée par la caisse et continue de le réprimander. Puis elle remarque qu'il boite vachement bas. Il essaie de le cacher, prétendant qu'il a juste trébuché. Guillaume et le garçon échangent un regard pendant que la mère continue de le cuisiner. Elle se retourne enfin et regarde la montagne de muscles plantés là. Elle prend la main de Guillaume et le remercie de les avoir ramenés. Il balaie ça de la main, dit qu'il voulait juste la rembourser pour les bonbons. Elle regarde l'état de ses vêtements. Guillaume se sent mal parce que la tunique qu'on lui a donnée est maintenant en lambeaux. Elle lui dit d'oublier ça et promet de lui tisser un nouvel ensemble elle-même. Les autres gars commencent à rigoler, le charriant d'être le chouchou du village. Il plaisante en disant que la mère ne ferait même pas ça pour ses propres fils. Puis il remarque le groupe de femmes qui se tiennent un peu maladroitement à l'arrière. L'expression de la mère redevient glaciale. Elle crie sur les hommes d'arrêter de mater et d'accueillir convenablement leurs invités. Elle dit qu'elles ont toutes l'air de mourir de faim. Elle se met à aboyer des ordres pour attraper des poulets et un cochon entier pour faire un festin. Elle crie aux femmes d'arrêter de rester plantées dehors. Elles ne se le font pas dire 2 fois et se ruent à l'intérieur. Guillaume réalise que cette dame est définitivement celle qui commande ici. Le dîner arrive sur la table, et c'est un carnage absolu. Guillaume a démoli littéralement tout ce qui se trouve devant lui. Les villageois restent là, fascinés, à le regarder bouffer comme un trou noir. Le fil lui apporte un nouveau bol de soupe chaude. Guillaume lâche un merci rapide avant de se remettre au boulot sur le pain. Le gamin boitille toujours en s'éloignant. La mère mentionne qu'il y a un herboriste talentueux dans le coin qui pourrait l'aider. L'un des gars dit qu'il ira le chercher dès que tout sera prêt. Quand le matin arrive, le village grouille déjà de monde. Le docteur est déjà là, en train de s'occuper de la jambe bousillée du fils. Il la bande bien fort et les prévient qu'une heure de plus aurait été une catastrophe. Le vieil homme lui jette un regard perçant, demandant s'il doute de ses compétences. Le gamin transpire à grosses gouttes et bafouille de plates excuses. Le gosse lâche un cri de douleur quand le docteur serre les bandages sur sa jambe. Le vieux ignore les gênements et dit aux femmes de s'avancer une par une pour qu'il les examine aussi. Elles ont l'air nerveuses, se demandant probablement quel genre de médecine ce vieux grincheux va leur prescrire. Les villageois lui demandent combien ils lui doivent, mais le docteur leur répond qu'il ne veut pas de leur argent. À la place, il pointe Guillaume du doigt et dit qu'il veut l'examiner plus tard. Guillaume se contente de sourire, disant au vieillard qu'il pète la forme et qu'il n'a pas besoin de shake-up. Mais le docteur ne sourit pas, il le regarde fixement et dit qu'il le sait déjà. Il pointe son doigt vers Guillaume et lâche une bombe. Vu son corps, il devrait être mort depuis longtemps. Le vieux va droit au but. Il dit à Guillaume qu'avec un corps comme le sien, il devrait être mort il y a une éternité. Guillaume est scotché. Il mentionne que son ancien mentor avait deviné ça rien qu'en le touchant, lui aussi. L'intérêt du vieux est piqué. Il se demande quel genre de personne le mentor de Guillaume pouvait bien être. Guillaume rit, disant que son mentor était un vieux râleur qui lui disait juste de rester actif et d'encaisser un max de coups. L'ancien comprend que tout cet entraînement brutal était en fait un moyen de brûler l'énergie interne qui s'accumulait en lui. Il en conclut que la personne qui a élevé Guillaume n'était définitivement pas un artiste martial ordinaire. Les villageois se tiennent à côté, complètement largués par toute cette discussion de haut niveau. Puis, l'ancien demande s'il peut examiner le corps de Guillaume de plus près. Guillaume reste silencieux un moment, en y réfléchissant. Il demande si le vieux peut d'abord jeter un œil aux autres villageois. L'ancien lâche juste un rapide « TSK ». Il dit au gamin que c'est ce qu'il avait prévu de faire depuis le début. Plus tard dans la nuit, l'ancien est sincèrement choqué par ce qu'il découvre sous les vêtements de Guillaume. Il examine le bras de Guillaume, se demandant si le gamin est seulement humain. Il n'a jamais rien vu de tel. La peau de Guillaume est aussi épaisse que celle d'un ours,
et ses muscles sont aussi durs que ceux d'un tigre. Gyo prend ça pour un compliment, mais l'ancien le traite carrément de monstre capable de battre un ours à mort. Il demande à Gyo à quel âge il a réellement. Gyo n'est pas sûr, vu qu'il est orphelin, mais il pense avoir autour de 15 ans. Cette réponse laisse le vieil homme complètement sans voix. Il demande si le centre d'énergie de Gyo est comme ça depuis sa naissance, mais le gosse ne connaît pas vraiment son propre passé. L'ancien lui dit que rencontrer son précédent mentor a été un incroyable coup de chance. Mais il lui lance ensuite un avertissement sinistre. Ne montre jamais ton corps nu à qui que ce soit, ou ils t'ouvriront vivant juste pour t'étudier. Il lâche une plaque en bois dans la main de Gyo. Gyo regarde le nom sur le bois, ne le reconnaissant pas du tout. L'ancien lui dit de le retrouver via la guilde des marchands s'il se retrouve un jour dans une situation désespérée. Il l'avertit que la plupart des docteurs ne seront même pas capables de soigner un corps aussi unique que le sien. Même l'ancien admet qu'il est curieux de voir comment le gosse va tourner. Gyo propose de l'accompagner pour son départ, mais le vieux lui répond qu'il n'est pas encore si vieux que ça. Soudain, l'ancien disparaît dans un souffle, laissant les deux garçons à fixer le vide. Ils sautent déjà à travers la forêt à une vitesse incroyable sous la pleine lune. Gyo crie un dernier merci au papy. La force pure du mouvement de l'ancien laisse un véritable tourbillon derrière lui. Le compagnon est pétrifié, réalisant enfin qu'ils étaient en présence d'un maître. Gyo fait juste au revoir de la main, tenant toujours la plaque en bois. Le compagnon prend la plaque et lit le nom, Sun Hui Gion. Ses yeux s'écarquillent quand il réalise à qui appartient ce nom. Il hurle que c'est le saint de la médecine. Il n'en revient pas, ils étaient juste en train de taper la discute avec l'un des médecins les plus légendaires du monde. Gyo est confus, demandant si le mec est vraiment quelqu'un d'important. Le compagnon explique que c'est l'un des 3 plus grands médecins vivants. Maintenant, tout s'explique. C'est pour ça que sa cheville a complètement guéri en une seule journée. Gyo regarde à nouveau le simple morceau de bois, réalisant enfin qu'il tient un truc incroyablement précieux. Gyo fixe la plaque, se disant que si ce vieux était vraiment si célèbre, il aurait probablement dû le provoquer en duel pendant qu'il en avait l'occasion. De retour au village, la mère et la vieille femme se tenaient à côté de Gyo, alors que le soleil matinal commençait à percer. Il remercie chaleureusement la vieille femme qui l'a aidé pendant son séjour. Mais elle l'arrête direct, insistant sur le fait que ce sont les villageois qui lui doivent tout pour les avoir sauvés. Gyo balaie ça d'un rire, mais la femme prend soudain un air très sérieux. Elle lui dit qu'elle sait que c'est culotté, mais qu'elle a une dernière faveur à lui demander. Gyo est curieux et demande ce qu'elle peut bien avoir en tête. Elle montre son fils et demande à Gyo de l'emmener avec lui dans son voyage. Le fils est complètement pris de court, mais sa mère insiste sur le fait qu'il est très doué et qu'il pourrait vraiment être d'une grande aide. Le pauvre gars s'inquiète de laisser sa mère toute seule au village. Elle ne veut rien entendre. Elle lui dit qu'elle a très bien vécu seule et qu'elle n'a plus aucune envie de ramasser ses chaussettes. Elle regarde le village, sachant que c'est bien trop petit pour que quelqu'un avec son potentiel gâche sa vie ici. Elle veut qu'il sorte et qu'il voie enfin ce que le reste du monde a à offrir. Elle dit même à Gyo que s'il trouve le garçon inutile, il peut juste le larguer sans y réfléchir à 2 fois. Le fils est assez vexé par ça, mais sa mère lui dit de la fermer car son âge ne devrait pas l'empêcher de devenir un héros. Elle s'incline profondément, suppliant Gyo de le prendre avec lui. Les 2 garçons paniquent en la voyant s'incliner si bas en public. Elle reste baissée, prouvant à quel point elle est sérieuse pour l'avenir de son fils. Gyo fini par céder dans un lourd soupir et accepte de le laisser s'incruster. La mère et le fils sont tous deux sous le choc que Gyo ait vraiment dit oui. Gyo met les choses au clair. Il ne sera pas là pour toujours, donc ce qui arrivera après son départ ne sera plus son problème. La vieille femme a immédiatement balancé un sac de voyage à son fils. Le fils se retrouve avec ses affaires dans les bras, se demandant comment sa vie a basculé aussi vite en quelques minutes. Et juste comme ça, les 2 se mettent en route ensemble sous le soleil matinal. Toute la ville s'incline de respect lors du départ de leur jeune héros. La mère se tient au premier rang, faisant un dernier signe d'adieu à son garçon. En s'éloignant, le compagnon jette un dernier regard à la maison qu'il laisse derrière lui. Il réalise que sa mère avait raison. Il est temps pour lui de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ils répondent aux signes des villageois alors que la ville commence à s'éloigner au loin. Gyo regarde droit devant, prêt à affronter tout ce que le vaste monde leur réserve. La scène passe au pic massif et escarpé des montagnes de Qinlin. L'ascension est brutale, et le compagnon galère déjà à reprendre son souffle. Il est complètement carbo, arrivant à peine à continuer d'appeler Gyo. Il lève les yeux et sa mâchoire se décroche. Gyo est littéralement en train de monter les rochers à pic sur les mains. Gyo le regarde tout en étant la tête en bas, parfaitement calme malgré l'entraînement de malade mental.
Le compagnon réussit à lâcher une question en haletant pour savoir où il se dirige. Guillaume continue de bouger avec une agilité folle, ses muscles saillants pendant qu'il grimpe la pente. Il dit au gamin que son but principal en ce moment est de trouver son frère cadet. Le compagnon est paumé, demandant où est ce prétendu frère. Guillaume se marre, explique qu'il n'en a pas encore. Il cherche quelqu'un digne de devenir son frère cadet. Le compagnon est surpris qu'il ne cherche pas un disciple à la place. Guillaume rigole juste à cette idée, disant qu'il est bien trop jeune pour prendre des élèves. Le compagnon est sur le cul, son cerveau fumant pour essayer de comprendre le plan absurde de Guillaume à qui veut se trimballer en jouant les frères aînés. Il regarde les pics montagneux sans fin et demande comment ils sont censés trouver cette personne mystérieuse, juste pour que Guillaume lui réponde un « va savoir ». Nonchalant qui le fait hurler d'incrédulité. Guillaume se fait juste craquer les articulations, avec une lueur confiante et un brin espiègle dans les yeux. Il prend une pose puissante, contractant ses muscles massifs, et explique qu'il va juste devoir tabasser tout ce qu'il croisera pour voir s'ils sont dignes du titre. Le compagnon est laissé tremblant de peur, réalisant que son voyage avec ce grand malade va être beaucoup plus violent qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un sentier paisible, baigné de soleil, s'étire à travers les bois de la montagne. Le compagnon suit Guillaume sur le chemin, se demandant pourquoi il a refusé l'argent de la récompense du village. Guillaume se contente de sourire, disant que ses villageois en bavaient déjà bien assez comme ça. Il ajuste son baluchon, persuadé que tout finira par s'arranger. Sans crier gare, le silence est brisé par le sifflement d'une flèche en plein vol. Elle fonce droit vers le visage du compagnon, le prenant totalement au dépourvu. La main de Guillaume a jailli comme l'éclair, rattrapant la flèche à quelques centimètres de l'œil de son pote. Il brise la flèche et gueule en direction des arbres, exigeant de savoir qui se planque là. Les buissons environnants bruissent, quelqu'un essaie de changer de position. Deux bandits se terrent dans les broussailles, l'air abasourdi de voir que leur attaque surprise a été interceptée en plein vol. L'un d'eux tente frénétiquement d'encocher une autre flèche pendant que Guillaume se met en mouvement. Une frappe soudaine et directe en plein visage de l'archer prend toute l'équipe d'embuscade complètement de court. Il enchaîne avec un autre coup sur le deuxième pour lui faire passer toute envie de résister. Avec juste 2 cailloux ramassés sur le bord du chemin, Guillaume a maîtrisé les bandits sans forcer, ni verser une goutte de sueur. Il les regarde de haut avec un sourire moqueur, se foutant de leur gueule pour leur tentative pathétique. Il capte d'autres mouvements et se tourne pour voir un autre groupe de bandits sortir de l'ombre. Les nouveaux venus captent que leur embuscade a foiré et fixent cet inconnu musclé. Leur chef n'hésite pas une seconde, hurlant à tout le monde d'attaquer en même temps. Une horde de bandits charge depuis la lisière du bois, lame au clair. Guillaume encaisse la charge de front, en voyant le premier mec valdinguer avec un lourd coup de poing. Il esquive une attaque à l'aveugle et décoche un coup de pied qui soulève un bandit du sol. C'est un pur tourbillon de violence alors qu'il démonte méthodiquement le groupe. Son pied s'écrase violemment sur le sol, envoyant une secousse à travers le chemin de terre. Une rafale de coups successifs s'abat sur plusieurs agresseurs en même temps. L'impact est colossal, soulevant un nuage de poussière et de débris. Une puissante onde de choc jaillit de Guillaume balayant la zone et projetant les bandits en arrière comme des poupées de chiffon. Il n'a pas fini, déplaçant son poids pour se jeter sur les derniers traînards. Il se faufile à travers le chaos, assénant des coups ultra précis qui laissent les mecs le souffle coupé au sol. Un large mouvement de balayage du bras repousse tous ceux qui tiennent encore debout. Le compagnon observe de loin Guillaume jouer avec le groupe. Le jeune homme a du mal à croire à la puissance brute qui se déploie devant lui. Un autre bandit est envoyé bouffer la poussière, son arme voltigeant au loin. La force de ses mouvements est tellement dingue qu'on a l'impression que la forêt entière tremble. Guillaume se tient droit au milieu des restes de l'embuscade, n'ayant même pas l'air d'avoir transpiré. Il se rappelle les mots de son maître sur le fait de traiter les bêtes sauvages comme les animaux qu'elles sont. Un sourire satisfait traverse son visage alors qu'il admire son chef-d'œuvre. Il se met à piétiner les bandits qui gémissent, histoire d'être sûr qu'ils ne se relèveront pas de sitôt. Le compagnon regarde avec un mélange d'admiration et d'inquiétude cette brutalité totalement décontractée. Guillaume maintient la pression sur le chef, le clouant au sol pendant que le reste de la bande se recroqueville. Il s'arrête net et regarde vers un autre buisson, plissant les yeux. Il pointe directement du doigt un autre groupe d'observateurs planqués. Il interpelle les 3 personnes cachées là-bas, surprenant complètement son compagnon. Guillaume fixe les buissons, demandant aux mecs planqués s'ils veulent vraiment continuer à jouer à ça. Son regard est perçant, voyant directement à travers leur cachette. Il soupire en se tenant au-dessus du bandit défoncé, clairement pas impressionné par le défi. Il se penche et commence à fouiller les fringues du gars, comme si c'était son deuxième boulot. Il sort une petite bourse de pièces et la balance vers les agresseurs restants. La mâchoire du compagnon et celle des 3 bandits restants tombent presque par terre en voyant Guillaume jeter de l'argent aussi tranquillement. Guillaume leur fait un signe de la main décontractée, disant aux raclures qu'elles sont libres de se barrer. Le bandit le plus vieux a l'air complètement paumé face à cet acte de charité inattendu. Ne voulant pas tenter le diable, le mec se précipite pour choper la bourse. Il ne cherche pas à comprendre et tape un sprint dans les bois à toute vitesse. Dans sa panique pour échapper à ce monstre musclé, il abandonne même sa précieuse faux. Le compagnon pète un câble, exigeant de savoir pourquoi Guillaume appelle les connards qui viennent d'essayer de les buter. Guillaume continue de dépouiller les autres corps,
agissant comme si tout ça était parfaitement normal. Il explique que son maître lui a appris une vérité toute simple. Tuer un groupe de bandits ne fait que laisser la place au suivant. Le jeune homme se contente de le fixer, essayant de capter cette philosophie tordue. Guillaume a dit qu'il vaut mieux se concentrer sur le flux du monde plutôt que sur chaque criminel pris à part. Il jette une autre bourse en l'air et la rattrape avec l'agilité de l'habitude. Tout est une question de vision sur le long terme. Guillaume explique que si on les tabasse juste ce qu'il faut et qu'on les laisse partir avec un peu de thunes, il lâche un rire sournois, admettant que ça rend l'extorsion de fonds encore plus facile la prochaine fois qu'ils se croiseront. Le compagnon est officiellement terrifié, se demandant de quel genre de secte taoïste Guillaume sort vraiment. Guillaume s'étire les bras en râlant sur le fait que ces bandits de montagne sont devenus chiants à mourir. Il vérifie leur progression, notant qu'ils devraient atteindre la ville de Mudo dans quelques jours. Il demande avec un sourire si c'est vraiment là que traînent tous les guerriers errants de légende. Le compagnon confirme, ajoutant que les combattants les plus balèzes y sont traités comme des maîtres. Guillaume n'a pas besoin d'en entendre plus, accélérant le pas jusqu'à devenir presque flou. Il a hâte de voir un peu de vraie compétition pour une fois. Il dévale le sentier de montagne, laissant loin derrière eux les bandits et la forêt. Le compagnon allait à s'en exploser les poumons, regrettant amèrement d'avoir parlé de cette ville à Guillaume. Finalement, les arbres laissent place à un immense mur de pierre et à la porte grouillante de monde d'une grande ville. Guillaume a les yeux grands ouverts, absorbant les images et les sons de la civilisation pour la première fois depuis des années. Son compagnon sourit en coin, se disant que Guillaume tomberait sûrement dans les pommes s'il voyait la vraie capitale. Guillaume est tout de suite distrait, matant une femme avec un chapeau élégant qui passe par là. Son matage ne passe pas inaperçu, et une petite frappe du coin lui lance un regard noir. Le compagnon attrape vite le bras de Guillaume avant qu'une baston n'éclate. Il lui chuchote que c'est super impoli de fixer les gens comme ça en ville. Soudain, un gamin en haillons fonce à travers la foule, manquant de renverser le jeune homme. Le gosse hurle de vagues excuses par-dessus son épaule en continuant de courir, genre il est super pressé. Mais il ne va pas loin, la main de Guillaume jaillit et chope le poignet du gamin en plein vol. La bourse du compagnon tombe par terre dans un cliquetis pendant que Guillaume fait remarquer que le gosse est un voleur plutôt doué. Il faut une seconde au jeune homme pour capter que c'est son propre blé qui vient d'être fauché. Le petit voleur essaie de faire le dur en s'enfuyant, promettant qu'il les aura la prochaine fois. Le compagnon s'incline profondément, remerciant l'étranger aux cheveux d'argent pour son aide à récupérer la bourse. L'inconnu élégant referme son éventail d'un coup sec, disant au jeune homme de ne pas s'en faire pour ça. Le compagnon est encore dans les vapes, submergé par la grâce et la générosité du type. Dans les rues animées de Mudo, on voit plusieurs femmes glousser et chuchoter au sujet du beau nouvel arrivant. L'étranger les observe avec un sourire complice, devinant juste qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans cette ville. Il répète son observation, sa voix douce et chaleureuse en regardant les deux voyageurs. Guillaume reste silencieux, ses yeux perçants fixés sur le mec, comme pour jauger ses vraies intentions. L'étranger aux cheveux d'argent les avertit de faire plus gaffe, vu que Mudo grouille de pickpocket doués qui cherchent des pigeons faciles. Avant de partir, il leur recommande de visiter la colline du Nord, où les fleurs de saison devraient être en pleine floraison. D'un hochement de tête poli, l'élégant gentleman tourne les talons, laissant les deux voyageurs dans la rue bondée. En s'éloignant, l'inconnu réfléchit à la trouvaille d'un jeune homme aussi robuste et atypique dans la ville. Voyant le regard intense sur son visage, le compagnon lui demande s'il y a un truc qui le chiffonne. L'esprit de Guillaume revoit la scène un instant plus tôt, quand l'étranger les observait de loin avant même que le vol ne se produise. Il dit au jeune homme que le mec aux cheveux d'argent les avait à l'œil bien avant que le gamin ne leur rentre dedans. Le compagnon en rigole, insistant sur le fait que Guillaume se prend trop la tête pour un simple acte de bonté. Ils oublient l'embrouille et descendent la rue principale, cherchant un endroit où passer la nuit. Alors que le soleil commence à se coucher sur les toits de Mudo, le compagnon suggère de trouver une auberge qu'il connaît et d'aller ensuite voir la colline aux fleurs. Il trouve vite une taverne animée où plusieurs locaux sont déjà réunis pour dîner. Guillaume ne perd pas de temps, attrapant une grosse cuisse de viande pour la dévorer avec son appétit de bête habituel. Le compagnon est mortifié par son manque de manières, lui chuchotant désespérément de ralentir et de bouffer comme un humain. Mais Guillaume est en mission, expliquant qu'il a besoin de faire le plein pour qu'il puisse trouver des guerriers errants à défier. Le compagnon soupire, lui rappelant qu'ils doivent faire attention à leur thune s'ils veulent se payer les frais des combats. Il calcule qu'avec leurs économies actuelles, ils ne peuvent se permettre de défier que 3 ou 4 artistes martiaux. Guillaume compte sur ses doigts, suggérant que s'ils sont à sec, ils peuvent juste se diriger vers Tamchang pour recruter de l'argent chez les bandits. Le compagnon rigole, notant que les routes marchandes de ce côté-là regorgent effectivement de cibles parfaites pour Guillaume. Soudain, le jeune homme s'arrête de parler et regarde vers les escaliers, écarquillant les yeux de surprise. Celui qui descend de l'étage n'est autre que le même étranger aux cheveux d'argent, accompagné de 2 femmes élégantes. Le mec sourit chaleureusement en s'approchant de leur table, faisant remarquer que se recroiser si vite est sûrement un signe du destin. Il pointe du doigt la variété des plats sur leur table, recommandant particulièrement le porc effiloché Yuxiang qui fait la réputation de la taverne. Pour célébrer ces retrouvailles fatidiques, il propose gracieusement de prendre en charge l'intégralité de leur repas. Le compagnon est tout gêné et essaie de refuser un tel geste d'un parfait inconnu. Mais le type n'accepte pas de refus, lui tapotant l'épaule et évoquant sa grande amitié avec le patron. Il se dirige vers le comptoir pour régler l'addition, laissant les 2 voyageurs complètement sur le cul face à tant d'hospitalité. Après un bref échange avec le gérant,
le gentleman aux cheveux d'argent se prépare à sortir pour la soirée. Il leur fait un dernier signe de la main et leur souhaite un bon séjour à Mudo avant de quitter l'auberge. Le compagnon le regarde partir, la mâchoire pendante, galérant à réaliser la chance incroyable qu'ils viennent d'avoir. Un instant plus tard, une assiette de porc effiloché, toute fraîche et fumante, est posée en plein milieu de leur table. L'odeur incroyable les frappe direct, poussant Guillaume et son pote à fixer la bouffe avec des yeux émerveillés. Guillaume prend une énorme bouchée, les joues gonflées, et lâche une exclamation étouffée de pure joie culinaire. Le compagnon fait pareil, son scepticisme s'envolant dès la première bouchée de ce plat parfaitement assaisonné. La viande est tendre et les légumes croquants, le tout relevé par une sauce complexe et savoureuse qui danse sur la langue. Des larmes de bonheur montent carrément aux yeux du jeune homme, alors qu'il jure que c'est le repas le plus parfait de toute sa vie. Guillaume et son pote se calent au fond de leur chaise, se tapotant le bide plein avec des gémissements de satisfaction. Le gérant de la taverne s'approche avec un sourire poli, espérant qu'ils ont apprécié le repas avant de leur balancer l'addition. Le compagnon attrape le papier, gardant encore son sourire radieux grâce à la bouffe. Ses yeux manquent de sortir de leurs orbites à la seconde où il voit le montant total écrit sur la note. Le jeune homme bafouille, incrédule, demandant au gérant pourquoi le prix est aussi astronomique. Le gérant lui explique que c'est à cause du gentleman qui était assis avec eux tout à l'heure. L'image de l'élégant étranger aux cheveux d'argent lui revient en tête, le mec qui était censé avoir tout payé. Le compagnon est frappé par une sensation terrible, comprenant que ça pue salement cette histoire. Le gérant précise que le type n'a payé qu'une seule et unique commande de porc effiloché Yuxiang. Il ajoute que l'inconnu a bien dit que ses deux compagnons allaient régler le reste de sa note exorbitante du deuxième étage. Le gérant reste de marbre, expliquant clairement que cette addition est maintenant leur problème et qu'il veut être payé en totalité. Même avec ça, le compagnon pige pas comment l'addition peut être aussi gonflée pour quelques repas normaux. Le gérant leur fait remarquer que l'étage sert exclusivement des liqueurs haut de gamme comme le Baekwaro et le Jeumchonchon. Les noms de ces alcools de luxe résonnent dans leur tête alors qu'ils pigent qu'ils doivent raquer pour une beuverie hors de prix. Le compagnon hurle de frustration, réalisant que le gentil inconnu vient de les escroquer de tout leur blé. Guillaume, étonnamment calme, tend une petite bourse pour régler la douloureuse. Son raisonnement, c'est que s'il paie pas, les employés de la taverne devront couvrir le trou avec leur propre salaire. Son compagnon tremble encore de rage devant le gérant, leurs économies de voyage étant maintenant totalement à sec. Après coup, en s'éloignant de l'auberge, Guillaume regarde la bourse plate et vide dans sa main. Le compagnon s'excuse d'avoir été un tel pigeon, mais Guillaume se contente de sourire et dit que ce n'est pas grave parce qu'il a obtenu un truc de valeur en retour. La confusion se lit sur le visage du jeune homme qui lui demande ce que Guillaume a bien pu gagner à se faire arnaquer de la sorte. Guillaume lève le doigt, une lueur malicieuse dans les yeux, expliquant qu'il y a gagné une justification. Il cite son vieux maître, disant que pour quelqu'un de la faction orthodoxe, avoir une putain d'excuse est la chose la plus importante avant d'éclater quelqu'un. Il repense à la puissante aura qui se dégageait de l'étranger aux cheveux d'argent, réalisant qu'il a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur pour tester ses capacités. Ce mec avec l'éventail rouge, visiblement, c'était le mec le plus balèze de l'auberge. Guillaume avait trop envie de se battre, mais il savait que l'étranger ne se serait pas bougé pour la monnaie de poche qu'ils avaient sur eux. Mais bon, au moins maintenant Guillaume n'aura pas de remords à pas lui lâcher le moindre centime. N'empêche, il ne peut s'empêcher de penser que c'est un peu du gâchis de ne pouvoir l'affronter qu'une seule fois. Son compagnon essaie de le recentrer, demandant s'il compte toujours vraiment chercher son frère cadet. Guillaume détourne le regard avec une excuse vachement peu convaincante, prétendant qu'il gère complètement cette affaire aussi. Le compagnon n'est pas dupe. Ce mec n'a pas du tout l'intention de retrouver son frère de sitôt. Vu que Guillaume sert à rien pour les corvées, le gamin décide qu'il va devoir se démerder pour gagner de la thune en ville demain. Guillaume reprend illico sa routine quotidienne, balançant des coups de poing si vite que l'air commence à se tordre. Il expire, sentant une aura bleue rayonner de son corps alors qu'il fait monter son énergie. En regardant ses propres bras massifs, il capte que sa vitesse a clairement franchi un cap. Il se demande sérieusement s'il devrait pas se jeter à nouveau du haut d'une falaise juste pour pimenter le truc. C'est là que son pote arrive en tapant un sprint, braillant après son jeune maître. Guillaume croit direct que c'est enfin l'heure de bouffer. Mais c'est mieux que la bouffe. Le compagnon a trouvé un endroit où Guillaume peut se bastonner et être payé pour ça. Là, ça capte totalement l'attention de Guillaume. Le pote lui explique que Mudo a une arène construite exprès pour les guerriers errants. C'est un cercle de paris clandestin où les gens lâchent des sommes astronomiques sur les combats. Il chuchote que cette arène précise, c'est que des humains qui se mettent sur la gueule. Des guerriers des quatre coins du monde font des trajets de malade juste pour avoir une chance d'y participer. Guillaume est déjà convaincu. Il veut entrer dans l'action tout de suite. Mais il y a un piège. Si t'es un moins que rien sans réputation, tu dois d'abord passer un test. Et ce test, ça implique en général de survivre à un putain de tigre dans la fosse. La foule kiffe ce carnage, et c'est soi-disant le tout dernier jour pour s'inscrire aujourd'hui. Guillaume n'a pas besoin d'en entendre davantage. Il chope son sac et se prépare à bouger. Fini les rounds d'entraînement, c'est l'heure de se faire du vrai blé. Avec un sourire confiant, Guillaume se dirige tout droit vers l'arène. Guillaume et Nozam se tiennent à l'entrée d'une rue poussiéreuse du village menant aux portes de l'arène. Nozam explique qu'il a trouvé la planque en filant des guerriers qui jactaient. Guillaume est prêt à y aller, pendant que Nozam lâche qu'il a déjà de l'expérience dans ce genre de business. Un garde chauve des balafrés leur barre la route, les jaugeant de haut en bas avec un air menaçant. Il veut savoir ce qu'ils foutent là.
Nozam se gratte maladroitement le crâne et dit au type qu'il cherche à participer au combat. Le vigile le fixe, pas convaincu pour un sou. Nozam précise vite que c'est pas lui qui se bat, mais le jeune maître juste à côté de lui. Un autre garde les rembarre, disant que l'arène est déjà blindée de « jeunes maîtres autoproclamés ». Il leur annonce que les matchs ont commencé et qu'ils n'ont qu'à retenter leur chance une prochaine fois. Les deux n'en reviennent pas de se faire recaler aussi sec. Avant qu'ils ne puissent partir, quelqu'un derrière les grilles crie de patienter. Gyo-A et Nozam voient un coursier se pointer en vitesse pour murmurer un truc à l'oreille du garde. Gyo-A se penche, captant chaque mot de la conversation chuchotée. Le messager informe le garde qu'ils sont en fait en rade de combattants pour aujourd'hui. Gyo-A se tourne vers Nozam avec un regard confiant, comprenant que le vent vient de tourner. Le cerbère se racle la gorge et change soudain de ton, demandant si Gyo-A est vraiment prêt à concourir. En apprenant la bonne nouvelle, le duo célèbre cette entrée si facile. Le garde sort un paplard et dit à Gyo-A qu'il doit laisser son empreinte de pouce pour valider le truc. Nozam s'approche pour mater ce que Gyo-A s'apprête à signer. C'est une décharge de responsabilité mortelle. La façon pour la reine de dire qu'il s'en lave les mains si un mec crève sur le ring. Le garde explique que c'est une procédure classique pour éviter que les familles vengeresses et les écoles d'arts martiaux ne viennent leur casser les couilles. Il dit à Gyo-A de tremper son doigt dans l'encre, mais le jeune maître se mord juste le pouce en ricanant. Les yeux du garde s'écarquillent de choc quand il capte ce que Gyo-A est en train de faire. Sans aucune hésitation, Gyo-A plaque son pouce ensanglanté sur le parchemin. Il demande si c'est suffisant pour passer, laissant le garde carrément sans voix. Nozam gueule après lui alors qu'il s'avance vers l'entrée sombre. Gyo-A disparaît dans les ténèbres du passage. Gyo-A descend un long et étroit escalier de pierre qui s'enfonce dans les souterrains. Arrivé en bas, il s'arrête pour renifler l'air. Il se retrouve dans un couloir crasseux, blindé de cages en fer et de murs de pierre. Un officiel masqué lui aboie dessus, le traitant d'abruti pour son retard et lui ordonnant de bouger son cul. Gyo-A se demande quel genre de test il lui réserve. L'officiel continue de brailler des menaces, mais Gyo-A trace direct vers la lumière au bout du couloir. Il saute du rebord, effectuant un salto dans les airs vers le sol de l'arène. Il atterrit avec classe en plein centre de la fosse. Il capte une odeur et plisse les yeux. L'odeur de sang est omniprésente ici, provenant de la grille ouverte devant lui. Il s'avance dans une gigantesque arène de pierre couverte des restes des précédents perdants. Une meute d'énormes tigres est déjà en train de se faire un festin avec les cadavres laissés là. Gyo-A s'avance sur ce sol trempé de sang, piguant enfin ce qu'ils entendaient par test d'entrée. Les tigres s'arrêtent de bouffer et commencent à encercler leur nouvelle proie avec de sourds grognements. Gyo-A sourit et leur dit de se pointer. L'une des bêtes plante ses griffes dans la terre, prête à bondir. Elle se jette en avant, griffes sorties pour tuer. L'image du tigre se reflète dans l'œil grand ouvert de Gyo-A alors qu'il s'approche. Il se penche en arrière, les énormes griffes du fauve ratant son visage d'un cheveu. Sans perdre une fraction de seconde, il enfonce un putain de coup de pied en plein dans le poitrail du tigre. Il enchaîne avec un autre coup destructeur, envoyant le prédateur s'écraser dans la poussière. Gyo-A prend une grande inspiration, la fièvre du combat s'installant enfin. En regardant la bête abattue, il admet que ces créatures sont bien plus honnêtes que la plupart des humains. Mais le reste de la meute ne recule pas, leurs yeux brillant d'un rouge de faim primitive. Il les invite à faire le premier pas, mais vu qu'elle hésite, il décide de lancer les hostilités lui-même. Son pied s'ancre dans le sol ensanglanté alors qu'il prépare sa prochaine charge. À une vitesse fulgurante, il fonce tête baissée dans le reste du groupe. Il déchaîne une tempête de coups, ses poings et ses pieds bougeant plus vite que l'œil ne peut le suivre. Le sang gicle sur le sol de l'arène alors qu'il se ferait un chemin à travers la meute. Il serre le poing, l'intensité du combat faisant grimper son énergie interne. Son regard reste affûté, traquant chaque mouvement et chaque grognement des bêtes autour de lui. Un puissant coup de pied circulaire fait mouche, envoyant un autre tigre voler à travers la fosse. Avec la moitié de la meute au tapis, il balaie le groupe restant pour voir qui sera le prochain. Un tigre énorme, couvert de cicatrices, s'avance, la bave dégoulinant de ses crocs. Gyo-A comprend que c'est l'alpha, la vraie menace de l'arène. La bête gigantesque se dresse devant lui, un tueur chevronné qui a connu son lot de bastons. Il plante son regard dans celui du chef, reconnaissant sa force. Le tigre rugit, un son assourdissant qui résonne dans les chambres de pierre. Gyo-A ne bronche pas, marchant calmement vers cette montagne de muscles et de poils. Il tient bon pendant que la créature massive le domine de toute sa hauteur. L'alpha bondit avec une vitesse impensable pour sa taille, griffe en avant. Il se prépare au choc, captant le rythme de l'attaque du fauve. Il chope la tête et le cou du tigre à pleine main, stoppant net son assaut. Il fixe les yeux du fauve, son expression glaciale et concentrée. Les griffes acérées comme des rasoirs les raflent, mais il ne lâche pas prise. Cependant, se tenir nez à nez avec un authentique seigneur de la montagne, c'était un tout autre délire. Finalement, même un monstre comme Gyo-A ne pouvait pas tenir indéfiniment, encaissant un coup de patte dévastateur de la bête à briser les os. Toute l'arène est tombée dans un silence presque total pendant ce duel sauvage entre un homme et le roi de la jungle. Tout en haut, la direction de l'arène regardait sans y croire, certaine que l'humain avait crevé suite à ce coup de griffe mortel. Pourtant, il restait là, solide comme un roc,
ses longs cheveux noirs fouettant l'air sous la bourrasque de son énergie interne déchaînée. La gueule balafrée du tigre est à quelques centimètres de la sienne, les deux guerriers refusant de céder. Gyoa penche la tête alors qu'un filet de sang commence à couler d'une nouvelle égratignure sur son visage. Il sent la brûlure de la blessure, mais ne recule pas. Il essuie le sang avec un sourire, honnêtement impressionné que la bête ait réussi à le faire saigner. Il se dit qu'il aurait dû s'en douter venant d'un vrai prédateur de ce calibre. Il s'approche, remerciant le fauve de lui offrir enfin un petit défi. Il regarde l'énorme patte du tigre, notant à quel point c'est tragique de forcer une telle créature à participer à ces jeux sanguinaires. Une énergie bleue tourbillonne autour de son bras alors qu'il prépare son ultime frappe de la paume. Il dit à la bête de reposer enfin en paix. Il lâche la paume de la grue des nuages, un coup ravageur dirigé pile sur le crâne du tigre. Une gigantesque explosion d'énergie retentit quand la paume de Gyo a fait mouche, accomplissant la promesse de résonance suprême de cette technique. Le chef des tigres et ses congénères gisent inertes sur le sol de l'arène, vaincus par la force écrasante du coup. Gyoa regarde ces rois déchus de la montagne, son expression vide de toute malice, remplie uniquement d'un sombre respect. Il joint les mains dans une prière silencieuse, offrant un dernier vœu pour que les bêtes trouvent la paix dans l'au-delà. Soudain, un officiel masqué en robe grise hurle depuis les gradins, horrifié par la perte financière de tous ces tigres de premier choix. Gyoa jette un œil au type fumant de rage, son calme olympien contrastant salement avec la sueur frénétique de l'officiel. Avec un léger sourire entendu, il demande juste s'il a réussi le test maintenant. Quelque temps plus tard, la scène bascule vers les couloirs calmes et éclairés au torcher des cellules de détention de l'arène. Gyoa est assis en tailleur dans sa cellule, ressentant le léger vide dans son dentian après avoir utilisé une technique d'un tel niveau. Il réfléchit à ce qu'il attend, mais un détail dans le planning du tournoi le fait tiquer. Il réalise qu'avec les éliminatoires demain et le tournoi principal juste après, le nombre de combats est vachement limité. Dans un grand moment de frustration comique, le jeune homme se plaint que 3 petits matchs ne suffiront jamais à le satisfaire. Le bruit d'un plateau en métal glissant sous la porte coupe le fil de ses pensées alors qu'on lui amène un repas copieux. Ses yeux s'illuminent à la vue de la barbaque et des brioches, décidant de zapper ses soucis pour se concentrer sur la bouffe d'abord. Le lendemain, les éliminatoires battent leur plein, et Gyoa envoie un adversaire voltiger dans les airs sans aucun effort. Il se réceptionne en douceur, les hurlements de la foule résonnant dans l'arène de pierre, alors que son premier match se plie en quelques secondes. Il s'étire les muscles, déjà saoulé par le manque de challenge des combattants ordinaires. La voix du présentateur résonne, introduisant le prochain concurrent, Eunseom Chan, le célèbre lancier d'Abjak. Gyoa est amusé de s'entendre appeler le « jeune maître audacieux », un titre que la foule impressionnée lui a filé. Il observe Eunseom Chan de l'autre côté du ring, le mec se tenant prêt avec une longue lance à l'allure meurtrière. Une légère aura bleue commence à briller autour du corps musclé de Gyoa, alors qu'il reconnaît l'allure plus que correcte de son adversaire. Eunseom Chan fait tournoyer sa lance avec une aisance de pro, se foutant de la gueule de Gyoa à qui se bat torse nu pour faire son crâneur. Il prend sa position de combat, demandant à Gyoa s'il a déjà entendu parler de son redoutable nom. Gyoa lâche un nom sec et totalement blasé, ce qui prend clairement le lancier de court. Les yeux d'Eunseom Chan se plissent d'irritation face au manque total de reconnaissance ou de respect de ce petit con. Il pointe sa lance, mentionnant la cicatrice sur l'œil du tigre dominant, affirmant que c'est lui qui lui a fait cette marque. Il dit à Gyoa d'abandonner s'il ne veut pas finir comme cette bestiole, se propulsant en avant d'un coup. Gyoa penche légèrement la tête pour éviter la pointe, se demandant à voix haute si ce tigre était vraiment censé être imposant. Le lancier déclenche une rafale de coups d'estoc ultra rapide, conseillant à Gyoa de ne pas faire le malin. Gyoa esquive les attaques avec un sourire narquois, précisant qu'il a déjà analysé les matchs du mec par pur ennui un peu plus tôt. Eunseom Chan est choqué quand sa cible disparaît soudainement de son champ de vision en pleine attaque. Gyoa bondit haut dans les airs, ses mouvements fluides et moqueurs lui permettant d'éviter l'allonge de la lance. Les yeux du lancier s'écarquillent de choc, pur alors qu'il capte à quel point il se fait déjouer sans effort. Il n'arrive pas à comprendre comment Gyoa peut garder un visage aussi calme et serein au beau milieu d'un duel à mort. Désespéré de placer un coup, il balance sa lance en avant une nouvelle fois avec toutes ses forces. À son grand effroi, Gyoa tend juste la main et chope le manche de la lance d'une poigne de fer. Eunseom Chan essaie de tirer, mais la lance ne bouge pas d'un millimètre, verrouillée par la force colossale de Gyoa. Gyoa lui balance un sourire glacial, affirmant qu'il a déjà percé à jour tout son putain de répertoire. La frustration du lancier déborde quand il capte que ses attaques principales sont traitées comme un jeu de gamin. Il se met à faire tourner l'arme dans un motif circulaire complexe, essayant de briser l'emprise et le rythme du jeune homme. Gyoa recule sans forcer devant le grand balayage, faisant remarquer qu'il a déjà vu cette transition-là aussi. Fou de rage, Eunseom Chan lui crie de fermer sa gueule pendant qu'il se prépare à lancer la 5e forme destructrice de sa lance. Eunseom Chan déchaîne sa technique, l'estocade du nid d'abeille, balançant une tempête de coups rapides vers Gyoa. Gyoa reste imperturbable, son corps bougeant avec une fluidité irréelle pour se faufiler entre la pluie mortelle de pointe. Un sourire confiant étire les lèvres du jeune maître alors qu'il lit sans effort le moindre mouvement du lancier vétéran. Le bruit du métal fendant l'air résonne quand Gyoa dévie une frappe chirurgicale d'une chic note ciblée. Les deux combattants se font face, la tension dans l'air est à couper au couteau, avec la lance d'Eunseom Chan tenue basse. Gyoa se fout gentiment de la gueule de son adversaire,
demandant s'il lui reste de vrais coups de grâce puissants en stock. Les yeux du lancier s'écarquillent de pure incrédulité face à l'audace du gars planté devant lui. Furieux, Eunseom-chan balance son arme dans un large arc désespéré, mais Gyo a bondi juste dans les airs pour esquiver le coup. Dans un hurlement de rage pure, Eunseom-chan se jette en avant une dernière fois, hurlant à son adversaire de crever. Dans une démo de contrôle absolu, Gyo chope le manche de la lance en pleine attaque, stoppant l'élan net. Les doigts de Gyo effleurent l'acier froid de la pointe, son expression dégageant une supériorité sereine. D'une pichenette violente, il frappe la lame, envoyant une vibration monstrueuse à travers toute l'arme. La puissance du contre-envoi Eunseom-chan valdingué en arrière, un grognement de douleur s'échappant de ses lèvres. Le lancier vole dans le décor, roulant et boulant sur le sol à cause de l'onde de choc résiduelle. Eunseom-chan galère à se remettre sur ses pattes, le souffle court en piguant l'écart de niveau entre eux. Ses mains tremblent alors que le sang commence à suinter de ses paumes, l'effort intense du duel bousillant son corps. Du point de vue de Gyo, le lancier qui faisait le malin il y a 2 minutes a l'air tout petit et secoué sur le sol de l'arène. Le jeune maître exprime une vraie surprise, notant qu'Eunseom-chan a réussi à pas lâcher son arme sous ce déluge de coups. Serrant les dents, le lancier grogne de frustration, son ego étant bien plus amoché que son corps. Il fixe le sol, le visage envahi par la réalisation profonde d'une défaite cuisante. La mort dans l'âme, Eunseom-chan plante le manche de sa lance dans le sol de pierre, mettant fin au combat. Il ravale sa fierté, s'inclinant bas devant Gyo et s'excusant sincèrement pour son arrogance de tout à l'heure. Totalement pris de court par ce retournement de situation, Gyo ne peut que bégayer d'incompréhension. Il râle que le combat s'arrête si tôt alors qu'il commençait à peine à s'amuser, pendant que le présentateur le déclare grand gagnant. La foule devient complètement hystérique, hurlant pour que le jeune maître audacieux fasse le show. Gyo reste planté là au centre de l'arène, avec l'air de s'en foutre royalement de tout ce bordel. En haut dans la loge VIP, le boss de l'arène demande si c'est le gamin dont tout le monde parle, mais son sbire avoue qu'ils n'ont rien trouvé sur lui. Le manager veut pas perdre de temps et ordonne à son gars de lui envoyer Keolpegon pour la suite, ce qui choque carrément le subalterne. Keolpegon s'avance, un monstre colossal traînant une masse cloutée qui a l'air assez lourde pour écrabouiller un canasson. Le mec est taillé comme un char d'assaut et n'a clairement pas une once de pitié dans son corps. Le manager vérifie son état, et l'officiel confirme qu'il obéit aux ordres pour l'instant. Il a intérêt à filer droit, parce que le manager rappelle tout le fric qu'ils ont déjà englouti pour lui. Le sbire prévient que quelques mecs commencent à avoir des doutes, mais pour le moment, l'identité du combattant est encore secrète. Avec ses yeux blancs vides et cette grimace, le mec a plus l'air d'un monstre que d'un humain à ce stade. Du bas de l'arène, Keolpegon lève les yeux vers la loge où la direction mate ses moindres mouvements. Le manager le congédie juste d'un petit signe de la main arrogant. Il sait que le mec a un putain de sale caractère, mais c'est pile pour ça que c'est une arme non conventionnelle aussi efficace. C'est le même maître qui s'est taillé une putain de réputation sanglante dans la province du Shaanxi. Le manager se dit qu'avec un monstre pareil dans la fosse, personne n'osera jamais parier contre lui. En gardant l'identité du combattant secrète, ils peuvent trafiquer les côtes et se faire des couilles en or. Mais il veut jouer la sécurité et demande s'il leur reste de cette herbe empoisonnée de Hakryong. Le sous-fifre pige pas, mais le manager précise que c'est pas pour leur poulain. C'est pour Gyo, le mec qui a buté le tigre. Il observe la foule, le menton posé sur la main. Il admet que c'est un peu du gâchis de cramer ça sur un petit nouveau, mais il veut prendre aucun risque. Keolpegon lâche un sourire en coin, sachant que dans ce business, vaut mieux être prêt au pire. Pendant ce temps, Gyo regarde droit devant lui, ignorant complètement que la partie est déjà truquée dans son dos.